chapitre 3, donc, qui s'intitule « Insectes du miroir ». Naturellement, elle commença par examiner en détail le pays qu'elle allait parcourir. « Ça me rappelle beaucoup mes leçons de géographie », pensa-t-elle, en se dressant sur la pointe des pieds, dans l'espoir de voir un peu plus loin. Fleuves principaux, il n'y en a pas. Montagne principale... Je suis la seule qui existe, mais je ne crois pas qu'elle ait un nom. Ville principale? Tiens, quelles sont les créatures qui font du miel là-bas? Ça ne peut pas être des abeilles, personne n'a jamais pu distinguer des abeilles à 1 kilomètre de distance. Et pendant quelques minutes, elle resta sans rien dire, à regarder l'une d'elles qui s'affairait au milieu des fleurs dans laquelle elle plongeait sa trompe. Exactement comme si c'était une abeille ordinaire, pensa Alice. Mais c'était tout autre chose qu'une abeille ordinaire. En fait, c'était un éléphant, comme Alice ne tarda pas à s'en apercevoir, bien que cette idée lui coupât le souffle tout d'abord. « Ce que les fleurs doivent être énormes !» se dit-elle tout de suite après. Elles doivent ressembler à des petites maisons dont on aurait enlevé le toit et qu'on aurait placé sur une tige. Et quelle quantité de miel ils doivent faire! Je crois que je vais descendre pour... Non, je vais pas y aller tout de suite, continua-t-elle, en se retenant au moment où elle s'apprêtait à descendre la colline au pas de course, et en essayant de se trouver une excuse à cette crainte soudaine. Ce ne serait pas très malin de descendre au milieu d'eux sans avoir une longue branche bien solide pour les chasser. Et que ça sera drôle quand on me demandera si mon voyage m'a plu. Je répondrai « Oh, il m'a beaucoup plu !» Ici, elle rejeta la tête en arrière d'un mouvement qui lui était familier. Seulement, il faisait très chaud, il y avait beaucoup de poussière, et les éléphants étaient insupportables. « Je crois que je vais descendre de l'autre côté, » poursuivit-elle au bout d'un moment. « Peut-être que je pourrai aller voir les éléphants un peu plus tard. D'ailleurs, il me tarde tellement d'entrer dans la 3e case. » Sur cette dernière excuse, elle descendit la colline en courant et franchit d'un bond le premier des 6 ruisseaux. « Billet, s'il vous plaît !» dit le contrôleur en passant la tête par la portière. En un instant, tout le monde eut un billet à la main. Les billets étaient presque de la même taille que les voyageurs et on aurait dit qu'ils remplissaient tout le wagon. « Allons, montre ton billet, petite !» continua le contrôleur en regardant Alice d'un air furieux. Et plusieurs voix dirent en même temps comme un refrain qu'on chante en chœur, pensa Alice. « Mais ne le fais pas attendre, petite. Songe que son temps vaut 1000 livres sterling par minute. »« Mais je crains bien de ne pas avoir de billets, » dit Alice d'un ton craintif. « Il n'y a pas de guichet à l'endroit d'où je viens. » Et de nouveau les voix reprirent en chœur. « Il y avait de la place de mettre un guichet à l'endroit d'où elle vient. Il n'y avait pas la place de mettre un guichet à l'endroit d'où elle vient. Là-bas, le terrain vaut 1000 livres le centimètre carré. » « Inutile d'essayer de te chercher des excuses, ou d'essayer de t'excuser, » reprit le contrôleur. « Tu aurais dû en acheter un au mécanicien. » Et une fois de plus, les voix reprirent en chœur. « C'est l'homme qui conduit la locomotive. Songe donc, rien que la fumée vaut 1000 livres la bouffée. » Alice pensa. « Ben, en ce cas, il est inutile de parler ?» Les voix ne reprirent pas ces paroles en chœur, étant donné qu'elles n'avaient pas parlé. Mais à sa grande surprise, tous se mirent à penser en chœur. J'espère que vous savez ce que signifie penser en chœur. Car moi, j'avoue, je l'ignore. Mieux vaut ne rien dire du tout. La parole vaut 1000 livres le mot. Je vais rêver de 1000 livres cette nuit, c'est sûr et certain, se dit Alice. Et pendant tout ce temps-là, le contrôleur n'avait pas cessé de la regarder, d'abord au moyen d'un télescope, ensuite au moyen d'un microscope, enfin au moyen d'une lunette de théâtre. Finalement, il déclara « Tu voyages dans la mauvaise direction !» releva la vitre de la portière et s'éloigna. « Une enfant si jeune !» dit le monsieur qui était assis en face d'elle. Il était vêtu de papier blanc. « Devrait savoir dans quelle direction elle va, même si elle ne sait pas son propre nom. » Un bouc, installé à côté du monsieur vêtu de blanc, ferma les yeux et dit à haute voix « Elle devrait savoir trouver un guichet, même si elle ne sait pas son alphabet. » Un scarabée se trouvait assis à côté du bouc. C'était un groupe de voyageurs des plus étranges, en vérité.
Et comme ils semblaient avoir pour règle de parler l'un à la suite de l'autre, ce fut lui qui continua en ces termes. « Elle sera obligée de partir d'ici comme colis. » Alice ne pouvait distinguer qui était assis de l'autre côté du scarabée, mais ce fut une voix rauque qui parla après lui. « Changer de locomotive » commença-t-elle, puis elle s'étouffa et fut obligée de s'interrompre. « Cette voix est rude, comme un roc !» pensa Alice. Et une toute petite voix, tout contre son oreille, dit « Tu pourrais faire un jeu de mots à ce sujet ? Quelque chose sur roc ou sur rauque, vois-tu » Puis une voix très douce murmura dans le lointain. « Il faut l'emballer soigneusement et mettre une étiquette fragile. » Et après cela, plusieurs voix continuèrent à parler. « C'est fou ce qu'il y a de voyageurs dans ce wagon, » pensa Alice. Elle disait « Elle devrait voyager par la poste puisqu'elle a une tête comme on en voit sur les timbres. Il faut l'envoyer par message télégraphique. Il faut qu'elle tire le train derrière elle pendant le reste du voyage, etc. » Mais le monsieur vêtu de papier blanc se pencha vers elle et lui murmura à l'oreille. « Ne fais pas attention à ce qu'ils disent, mon enfant, et prends un billet de retour chaque fois que le train s'arrêtera. »« Mais je n'en ferai rien, » déclara Alice d'un ton plein d'impatience. « Je ne fais pas du tout partie de ce voyage. Ce wagon me déplaît. Ces sièges sont durs comme du bois. Ah, comme je voudrais revenir dans le bois où j'étais tout à l'heure. »« Tu pourrais faire un jeu de mots à ce sujet ?» dit la petite voix tout près de son oreille. « Quelque chose comme dans un bois ou sur du bois, tu vois ?»« Arrêtez de me taquiner !» dit Alice en regardant vainement autour d'elle pour voir d'où la voix pouvait bien venir. « Si vous tenez tellement au jeu, pourquoi n'en faites-vous pas à vous-même ?» La petite voix soupira profondément. Il semblait évident qu'elle était très malheureuse. Et Alice aurait prononcé quelques mots compatissants pour la consoler. « Si seulement elle soupirait comme tout le monde !» pensa-t-elle. Mais c'était un soupir si extraordinairement léger qu'elle ne l'aurait absolument pas entendu s'il ne s'était pas produit tout près de son oreille. En conséquence, il la chatouilla terriblement et lui fit complètement oublier le malheur de la pauvre petite créature. « Je sais que tu as une amie, » continua la petite voix. « Une amie intime, une vieille amie, et tu ne me feras pas de mal bien que je sois un insecte. » Quel genre d'insecte ?» demanda Alice, non sans inquiétude. Ce qu'elle voulait vraiment savoir, en fait, c'était s'il piquait ou non. Mais elle jugea qu'il ne serait pas très poli de le demander. « Comment ? Mais alors, tu n'aimes... » commença la petite voix, mais elle fut étouffée par un sifflement strident de la locomotive, et tout le monde fit un bond de terreur, Alice comme les autres. Un cheval qui avait passé la tête par la portière la retira tranquillement et dit « Ce n'est rien, c'est un ruisseau que nous allons sauter. » Tout le monde sembla satisfait, mais Alice se sentit un peu inquiète à l'idée que le train pouvait sauter. « De toute façon, il nous amènera dans la 4e case, ce qui est assez réconfortant, » pensa-t-elle. Un instant plus tard, elle sentit le wagon se soulever, tout droit dans l'air, et dans sa terreur, elle se cramponna à la première chose qui lui tomba sous la main, qui se trouvait être la barbe du bouc. Mais la barbe sembla disparaître au moment précis où elle la touchait, et elle se trouva assise tranquillement sous un arbre, tandis que le moucheron, car tel était l'insecte à qui elle avait parlé, se balançait sur une branche juste au-dessus de sa tête et l'éventait de ses ailes. À vrai dire, c'était un très, très gros moucheron. À peu près de la taille d'un poulet, pensa Alice. Malgré tout, elle n'arrivait pas à avoir peur de lui, après la longue conversation qu'ils avaient eue. « Alors, tu n'aimes pas tous les insectes ?» continua le moucheron aussi tranquillement que si rien ne s'était passé. « Mais je les aime quand ils savent parler, » répondit Alice. « Dans le pays d'où je viens, aucun insecte ne parle. »« Et quels sont les insectes que tu as le bonheur de connaître dans le pays d'où tu viens ?»« Les insectes ne me procurent aucune espèce de bonheur parce qu'ils me font plutôt peur, du moins les gros. Mais je peux te dire le nom de quelques-uns d'entre eux. »« Et je suppose qu'ils répondent quand on les appelle par leur nom ?» demanda le moucheron d'un ton négligent. « Je ne les ai jamais vus faire ça. »« Mais à quoi ça leur sert d'avoir un nom s'ils répondent pas quand on les appelle ?»
Mais ça ne leur sert à rien. Mais je suppose que c'est utile aux gens qui leur donnent des noms. Sans quoi, pourquoi est-ce que les choses auraient un nom? Moi, je ne sais pas. Dans le bois, là-bas, les choses et les êtres vivants n'ont pas de nom. Néanmoins, donne-moi ta liste d'insectes. Eh bien, d'abord, il y a le temps, commençait Alice en comptant sur ses doigts. Et qu'est-ce que c'est que le temps? Si tu préfères, c'est une mouche à chevaux, parce qu'elle s'attaque aux chevaux. Je vois, je vois. Regarde cet animal sur ce buisson. C'est une mouche à chevaux de bois. Elle est entièrement faite de bois et se déplace en se balançant de branche en branche. Et de quoi se nourrit-elle? Demanda Alice avec beaucoup de curiosité. De sève et de sueur. Continue, je t'en prie. Alice examina la mouche à bois avec grand intérêt et décida qu'on venait sans doute de la repeindre à neuf tellement elle semblait luisante et gluante. Puis elle reprit. Il y a aussi la libellule des ruisseaux. Regarde sur la branche qui est au-dessus de ta tête, tu y verras une libellule des brûlots. Son corps est fait de plum pudding, ses ailes des feuilles de houx, et sa tête est un raisin sec en train de brûler dans de l'eau de vie. Et de quoi se nourrit-elle? Mais de bouillie, de froment, de pâté au hachis de fruits, et puis elle fait son nid dans une boîte de cadeaux de Noël. Ensuite, il y a le papillon, continua Alice après avoir bien examiné l'insecte à la tête enflammée. Tout en pensant, je me demande si c'est pour ça que les insectes aiment tellement voler dans la flamme des bougies, pour essayer de devenir des lucioles des brûlots. En train de ramper à tes pieds, dit le moucheron. Alice recula ses pieds vivement, non sans inquiétude. Se trouve un tartinillon. Ses ailes sont de minces tartines de pain beurré et sa tête est un morceau de sucre. Mais de quoi se nourrit-il? De thé léger avec du lait dedans. Une nouvelle difficulté se présenta à l'esprit d'Alice. Et s'il ne pouvait pas trouver de thé et de lait? Suggéra-t-elle. Et dans ce cas, il mourrait naturellement. Mais ça doit arriver très souvent, fit observer Alice d'un ton pensif. Ah, ça arrive toujours, hein, dit le moucheron.